Euh, non, en fait, comme beaucoup d'entre vous, ça fait pas mal d'années maintenant que je travaille dans la vidéo online et j'ai vu passer un peu tous les formats ABR ou pas ABR. Et, euh, et du coup, c'est vrai que depuis 2010, on a eu ce MPEG Dash là, qui est arrivé un peu comme un messie, une sorte d'espéranto du format de streaming qui allait remplacer magiquement nos vieux HLS. J'ai mis un point d'interrogation pour Ludovic parce qu'il n'aime pas quand on dit que HLS va disparaître. Donc c'est encore une question. Ça allait pouvoir remplacer le Smooth, le HLS, le HDS et aussi le Widevine. Ça c'est fait, je raye. Euh, et du coup, je me suis dit, bah tiens, l'IBC, puisque maintenant tout le monde parle que de 4K et de HEVC, qu'est-ce qui se passe au niveau du Dash parce qu'on est quasiment 2 ans et demi après. Et en fait, on n'a pas vu grand-chose arriver en termes de déploiement à droite et à gauche. Donc du coup, l'idée, c'était un peu de voir quel était l'état des lieux là après cette IBC sur ben, les grands sujets qui font l'écosystème Dash aujourd'hui, à savoir les différents profils, les profils en particulier Dash AVC264 du Dash IF, la situation sur les DRM, la Common Encryption et multi-DRM, ainsi que voilà la traction, comment on dit en français, un peu les facteurs de croissance de Dash sur le marché avec HBBTV. Voilà. Donc, alors l'idée, ouais, parce qu'on sort des vacances aussi, donc la question c'était, c'est encore loin la mer. Non, c'est c'est juste derrière la dune. Pourquoi? Parce que donc ce qu'on voit maintenant, c'est que Dash aujourd'hui est intégré dans une centaine de solutions, pas mal de solutions open source. Donc ça c'est plutôt sympathique et surtout maintenant pas mal de solutions commerciales. Parce qu'on a eu quand même des gros poids lourds de l'industrie, soit des distributeurs comme Netflix ou des industriels comme Microsoft qui ont mis pas mal d'énergie dans ça. On a un élément récent qui est quand même très encourageant, qui est l'abandon par Widevine de leur format de packaging propriétaire. Auparavant, Widevine, c'était à la fois une DRM et un format ABR. Ils ont écarté la partie packaging ABR, ils ont adopté Dash à la place, tout en gardant la DRM Widevine pour leur business. Donc ça, c'est extrêmement positif. Un autre facteur également intéressant, c'est le décollage de Dash au travers de HEVC au Japon, suivant mes amis de Toshiba. Et ce qu'on voit en Europe avec l'arrivée en force de HBBTV 1.5 qui est voilà, en passe de booster Dash potentiellement. Voilà, on va pas y mettre la main, on va pas y mettre la main, mais voilà. Enfin, vous savez que voilà, il y a eu, on en parlait souvent avec Simon, il y a eu 6 mois voire 9 mois de retard à la commercialisation des premiers modèles sur les marchés européens. Donc là, on a enfin l'espoir que ça va arriver et que ça va faire quelque chose. Voilà. Et vous avez aussi vu que donc le Dash Industry Forum donc a quand même bien réussi à fédérer l'ensemble de l'industrie. Ils sont maintenant à peu près 70 industriels dans ce consortium. Donc ça c'est plutôt bien et ils avancent sur des sujets intéressants en termes de normalisation. Et puis voilà, cette fameuse hype sur 4K et HEVC, Dash en bénéficie quand même indirectement puisque c'est censé être un des vecteurs voilà, de transport de tout ça. Donc je vous ai quand même un petit peu menti. Euh, un petit peu. Hein. Parce que ce qu'on ce que j'ai constaté à l'IBC, c'est que beaucoup de gens et beaucoup de clients potentiels évaluent Dash, mais ceux qui l'ont implémenté ou ceux qui sont en phase de l'implémenter sont quand même beaucoup moins nombreux. Pourquoi? Parce que déjà au niveau du paysage H264, les technos, on en parlait juste avant, il y en a beaucoup, entre le HLS, le HDS, le Smooth, et celles qu'on connaît même pas. Et du coup, tout ça c'est en place, et que changer pour faire du Dash, bah, ça coûte beaucoup d'argent, et on n'y trouve pas forcément un intérêt économique immédiat. Donc ça peut être le cas pour peut-être des très gros diffuseurs, mais sur des volumes moyens, des catalogues moyens, c'est pas forcément très intéressant d'un point de vue économique. Et ce que beaucoup de gens disent, c'est que pour eux, Dash a une raison d'être avec HEVC. Voilà. Que, en gros, tant qu'on est sur du H6.4, ils ne voient pas trop l'intérêt. Et que, effectivement, si HEVC arrive, à ce moment-là, ça sera naturel. L'exception étant, aujourd'hui, HBBTV 1.5, où on n'a pas le choix des armes et on est obligé voilà, de faire du Dash. Euh, donc, ça, c'était. Yes.
Et donc, dans les facteurs de frein, il y a quand même des choses qui sont pas encore normalisées. Donc, en particulier, l'échange, les protocoles d'échange de clés entre les packagers et les serveurs DRM. Donc ça, c'est quand même un vrai souci parce que pour faire du multi-DRM, il faudrait qu'on ait un peu normalisé tout ça. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est encore là, on est au stade du proto et du mode manuel. Donc, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et on a aussi un autre problème qui est que le protocole d'ingest de Dash au niveau des CDN n'est pas normalisé. Enfin, Dash voilà, ne parle pas de ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas, à ma connaissance, d'initiative d'industriels qui se rassemblent pour parler de ça. Donc, l'hypothèse qui semble la plus plausible, c'est qu'une fois de plus, bah, voilà, sur cet aspect-là, les CDN ils vont un petit peu dicter leurs préconisations et que voilà, les industriels du monde du packaging ils vont s'y plier. Alors oui, dans la terrible jungle des profils, c'est plein de jeux de mots, hein, c'est incroyable. Euh, alors ouais, ça c'est un petit clin d'œil à notre ami Vidéo Borat. Euh, En gros, je cherchais à savoir est-ce qu'on parle souvent de fragmentation avec HLS, le fait que HLS, il y a plusieurs play ready pour HLS, enfin, il y a pas deux implémentations qui font la même chose, etc. Je voulais savoir qu'en était-il dans l'univers Dash, puisque c'est justement censé être normé, être interopérable à terme. Donc, quelle était la réalité de cette fragmentation potentielle, voire de balkanisation, si on poussait le truc jusqu'à l'extrême, puisqu'on est dans le 92, donc je cherchais à caser Balkany, donc c'est réussi, ça s'est fait, je reste. Donc, ouais, elle vient de là, elle vient de là. Donc, ok, voilà. Donc, sur le papier, il y a des facteurs de risque. Donc, Dash est très ouvert. On peut utiliser potentiellement beaucoup de codecs. Il y a beaucoup de profils dans Dash. Et sur le papier, il y a quand même des risques vraiment réels pour l'interopérabilité. Ce que j'ai vu, et en tout cas ce que tout le monde me dit dans les gens avec qui je discute à l'IBC, c'est que parmi tous les profils Dash, tout le monde n'implémente pas tous les profils, et il y en a certains qui rassemblent un peu plus que les autres. En l'occurrence, les profils ISO, BMFF, donc le fameux Base Media File Format, Live et On Demand, qui sont un peu les références en termes d'implémentation chez les industriels. Très peu d'implémentation sur les profils TS et 3GP, probablement peut-être que Ericsson et encore. Et ce nouveau profil Dash 264 donc, qui a été designé par le fameux Dash Industry Forum, qui monte en popularité. Tout en sachant que, voilà, en parallèle, on a toujours Apple qui est en embuscade et on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont abandonner HLS pour les profils d'HTS ou pas? Et aussi des questions sur la compatibilité de leur nouvelle DRM avec la Command Encryption. Donc tout ça, voilà, laisse planer quand même pas mal de doutes sur le fait que on va pouvoir d'un seul coup avoir un mouvement de masse vers un profil unique. Ça reste vraiment une grosse question. Ouais, alors là j'étais c'est un peu extrême comme titre. Dash 264 surf sur le chaos. C'est pas vraiment un chaos, c'est un peu une espèce de truc un peu tumultueux. Bon, le truc c'est que ils ont quand même réussi à fédérer pas mal d'industriels autour de ce profil-là. Ils se sont quand même rendus compte qu'ils n'avaient pas forcément pris les bonnes options au départ, c'est-à-dire qu'ils avaient restreint au 720p. Là, ils viennent d'ouvrir sur le 1080p. Ils viennent de rajouter aussi le multi-audio qui n'était pas là au départ. Ceci étant, Dash 264, ça fonctionne que avec des essences qui ne sont pas muxées et pour l'instant il n'y a pas de système de playlist. Ça reste populaire chez les gros services multilingues type Netflix, qui est principalement à l'origine de ce profil. Mais voilà, donc ça fédère sans fédérer, quoi. Voilà, ça répond pas forcément à tous les besoins pour l'instant, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est en évolution. Donc voilà, là il y a une vraie dynamique sur Dash 264. Ah, les DRM. Ça, c'est notre sujet. Voilà, ça c'était la démo multi-DRM chez Unified Streaming. Euh, Peut-être qu'il y en avait d'autres sur le salon, mais je les ai pas vus. Celle-là était censée être la première démo de Command Encryption avec multi-DRM. Donc à savoir une DRMisation Play-Ready et en même temps une DRMisation Verimatrix. Et donc un manifeste commun lu par différents devices.
donc sur iOS ou sur Android. Tout le monde attaque le même manifeste et en fonction du device, on va utiliser un client DRM plutôt qu'un autre. Donc voilà, ça pour moi c'est vraiment la cible. C'est ce qui va nous permettre d'économiser en stockage, de simplifier les workflows, enfin d'avoir une vie beaucoup plus facile et d'oublier un peu tous les tracas du multiformat, enfin tout ce que vous avez évoqué juste avant et qui sont lourds à porter. Le problème c'est que c'est très émergent. Deux, comme on disait, il n'y a pas de protocole normalisé pour l'échange des clés entre les packagers et les serveurs DRM. Et il semblerait qu'il y ait certaines réticences de certains industriels pour jouer un petit peu le jeu de l'interopérabilité dans ce sens-là. Donc c'est pas, ça va prendre du temps encore. Je pense pas que ce soit une histoire de 2 mois, 3 mois. On est, à mon avis, bien plutôt au minimum dans les 6 mois avant que ça devienne quelque chose un petit peu répandu. Ceci étant, c'est annoncé chez pas mal de gens, donc chez Bovza, Nevia, Fraunhofer, mais je pense qu'ils le supportent déjà. Le reste de l'industrie est assez attentiste par rapport à ça et je pense qu'on est quand même globalement sur des réflexes assez traditionnels où le premier client qui veut une DRM, il paye un peu l'implémentation, enfin en tout cas un bon pourcentage de ça. On reste dans des approches assez traditionnelles. Avec, voilà, il y a à ma connaissance 4 ou 5 clients qui supportent le multi-DRM avec la Common Encryption. Voilà. Est-ce que ça s'agite ou pas? Voilà. Oui, ça s'agite quand même, parce que donc on a vu, donc Microsoft a fait une annonce c'est pas vraiment une grosse annonce parce que toutes les bases étaient déjà là d'un point de vue technique, mais vraiment d'une version spécifique PlayReady pour la fin de l'année qui sera adaptée à Dash avec des nouveaux SDK iOS et Android, un support complet d'HTML5 et de toutes les extensions Encrypted Media Extensions qui vont bien. Donc tout ça c'est vraiment extrêmement positif. Et c'est du solide, hein. C'est pas contrairement à Adobe qui fait que des effets d'annonce depuis 2012. Chez Microsoft, voilà, les choses, ça sort. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Non, mais c'est vrai. Chez Widevine, donc on disait tout à l'heure, c'était intéressant. Ils ont effectivement fait le choix de basculer sur Dash et d'abandonner le packaging propriétaire. Donc ça, c'est super bien. Par contre, il reste quand même beaucoup de questions sur leur ancien modèle économique qui était Google et la plateforme Google délivre les licences gratuitement pour vous en fait. Et ça, ce modèle-là, moi, je sais pas les dernières évolutions, peut-être que tu as plus d'infos Olivier, mais on ne sait pas si ça va durer. Donc du coup, On peut avoir les licences in-house maintenant. voilà. Mais du coup, d'un point de vue économique, c'est plus forcément aussi intéressant. Mais bon, voilà, ça c'est un épi problème. VAccess a annoncé une nouvelle DRM spéciale Dash pour les set-top box. Et à l'OS d'Adobe Access, il n'y avait rien de nouveau. Alors, Adobe Access, c'est quand même intéressant. Hein. Donc, parce que maintenant, ils font du prime time, vous savez, c'est le truc qui déchire et tout, machin. Mais, le truc, c'est qu'en 2012, ils ont dit ouais, tous nos produits vont supporter Dash, etc. Et en fait, depuis 2012, ils font que faire des interviews et de dire l'inverse et dire ouais, finalement, on va le mettre que dans Prime Time, pas dans Flash Player, mais on va quand même rajouter HLS dans Flash Player. Enfin bref, on ne sait pas vraiment où ça va. Ce qui est sûr, c'est que ils avaient un bon créneau à jouer pour donner un effet d'accélérateur à Dash et ils l'ont pas saisi. Ils ont pris une option qui est court-termiste, donc HLS. Et c'est vrai que pour l'instant, je pense que c'est voilà 2014 ou pas. Voilà. Et ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, sur cette histoire d'échange de clés normalisés entre les packagers et les serveurs DRM, il y a un workshop au sein du Dash Industry Forum qui s'occupe de ça, mais ça n'a pas l'air facile. Je ne vais pas citer de nom parce que ça devient gênant. Alors il y a moyen, ça c'est pour Yann, spécial. La prod live et on demand, il y a moyen. Donc vous avez vu Elemental sur tous les fronts live, les fronts VOD, les fronts packaging. Au niveau des encodeurs et des transcodeurs live, c'est pas une avalanche de produits, mais il y a quand même pas mal d'industriels qui commencent à l'intégrer en standard dans leurs produits. C'est annoncé chez Digital Rapids, c'est en place chez Allegro, donc Elemental of course, Media Excel aussi, et pour les vétérans, chez Real Networks. Et oui, ils sont toujours vivants. Et donc voilà, ils ont un nouveau broadcaster à $5000 et dedans ça fait du Dash. Et ça a été intégré par DVO récemment, j'ai vu ça. Ouais, ils sont toujours vivants, incroyable. Alors sur le file to file, donc ça se bouscule pas au portillon. Je me demande même si c'est vraiment un marché.
de produire du Dash pré-segmenté, on se demande. Donc Elemental le fait, Harmonic le fait aussi, et Radiant Grid le fait depuis récemment. Alors ouais, ça c'est la teuf, les packagers, ça, il y en a, et c'est logique, ça fait sens. Des encodeurs, il y en a partout. Donc des encodeurs qui font du H264, voilà, on les a tous sous la main. Donc c'est logique de greffer derrière du packaging à la volée. Et ce qu'on voit, c'est que même sur la VOD, eh ben, c'est plutôt le packaging on the fly qui l'emporte justement sur le packaging offline. Pour l'instant. Alors peut-être ça va pas être fonctionnel pour tous les types les profondeurs de catalogue, à voir. Mais voilà, il y en a partout. Chez Anevia, on l'a dit tout à l'heure. Chez ByDRM, qui a white labellisé Unify Streaming. Et voilà, chez Elemental et tous leurs camarades de l'industrie. Donc ça, c'est vraiment... aujourd'hui, le packaging en Dash, il est très répandu. On a l'embarras du choix. Donc ça, c'est vraiment, je dirais peut-être le sous-segment de produits le plus dynamique aujourd'hui en termes de support Dash. Alors côté player, donc on a vu effectivement récemment arriver Netflix sur IE11 avec les Media Source Extensions et les Encrypted Media Extensions. Mais on va commencer par parler d'autre chose, à savoir du monde embarqué, où ça bouge un petit peu au niveau des set-top box. Donc on voit des SDK arriver, on voit que aussi les télés, comme on disait tout à l'heure, les télés HBB TV, donc elles arrivent sur le marché enfin. Donc d'abord chez Sony a priori. Simon, tu confirmeras ou pas? Voilà. Et phénomène intéressant, l'arrivée donc de Dash, du support Dash sur les sticks HDMI, donc avec Chromecast de Google là qui démarre avec un support PlayReady et Widevine. Pour la command encryption, je ne sais pas, à vérifier. Ouais, c'est un peu obscur, mais c'est intéressant. C'est peut-être un des premiers produits grand public de masse avec un support Dash natif. Donc ça, c'est quand même, je trouve ça vraiment intéressant. Et il arrive en Europe là, je crois. Voilà. Après donc sur la partie des desktop. Donc il y a toujours des efforts intéressants qui sont faits par le Dash-IF sur donc le framework Dash.js. Donc ça avance bien et ça se voit avec le support sur les navigateurs qui a priori l'utilisent, donc en coordination avec les fameuses extensions MSE et EME. Dans le monde Flash, donc on a vu que Adobe, Adobe n'a rien sorti, malheureusement. Par contre, nos camarades de Bitmovin, donc l'émanation commerciale du laboratoire e-tech de l'université d'Alpen Adria, donc qui sont avec nos camarades de GPAC les fers de lance techniques de Dash en Europe. Donc les gens de Bitmovin sont en train de vont réaliser prochainement donc, un plugin OSMF pour Dash, malheureusement sans Access DRM, puisque pour l'instant on n'y a pas accès, si un jour ça existe. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même intéressant pour une typologie de contenu qui ne serait pas des contenus premium. Donc ça pourrait être une option intéressante. Il y a un équivalent chez Digital Primates, mais qui n'est pas, a priori, qui n'est pas public. Accessible certainement dans le cadre de projets avec eux. Et sur les mobiles, alors là effectivement, c'est la teuf. Mais grave. Des players, il y en a vraiment plein. Et ça se dément pas d'année en année, il y en a de plus en plus. Et surtout maintenant, il y a les nouveaux chipsets donc, de chez Qualcomm, là, le Snapdragon 800, qui supporte le décodage HEVC, tout en permettant d'avoir un temps de vie de la batterie qui soit cohérent avec la durée des programmes vidéo que vous voulez diffuser. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment encourageant. So what's next? Alors, le fameux, voilà, HEVC Dash. Donc ça chauffe. Donc le Dash Industry Forum était en train d'évaluer HEVC dans l'ensemble de ses dimensions et de ses implications. Et l'idée, c'est qu'ils vont réaliser un nouveau profil qui s'appellera Dash HEVC 265. Pas très original, mais au moins ça porte bien son nom. Et donc ça, a priori, je sais pas si tu as les infos, Romain, mais je pense début d'année prochaine, ça devrait arriver très prochainement.
Mais voilà, en tout cas, ça c'est intéressant puisque du coup, on va bénéficier de ce qu'ils ont fait auparavant sur l'interopérabilité avec Common Encryption, multi-DRM. Donc, quelque part, finalement, il y a pas de rupture. L'introduction d'HEVC ne génère pas une rupture en termes d'intégration dans Dash. Et la transition s'annonce assez fluide. Vous avez vu qu'il y avait quelques industriels qui commençaient maintenant à montrer en standard des solutions d'encodage HEVC, donc chez Thomson, Allegro, Elemental ou Fraunhofer, Unify Streaming qui supporte le packaging, voilà, et des players dont GPAC depuis récemment, Itiam pour le monde de l'embarqué et Visualon, voilà. Donc bon, ça progresse, il y a aucun doute là-dessus. Après, on a toujours la problématique des GPU, des processeurs qui vont prendre en charge ce décodage qui est quand même plus gourmand que celui du H264. Donc on n'est pas non plus, sur un déploiement, on va dire, très très large pour l'instant. Donc la QS, ça démarre. On a vu quelques produits qui intègrent le support de Dash dans voilà, dans les formats qui sont supportés chez Whitby ou Bridgetech ou Agama et apparemment Tektronix, me disait Olivier. Et ouais, plus rigolo sur l'appli mobile de Bridgetech. Ils ont ça aussi. On peut monitorer ces flux Dash et les analyser. Intéressant. Voilà. Pour l'interrogation personnelle, je me demande toujours si... je comprends les raisons pour lesquelles on permet aux industriels de placer chacun leur techno différente et d'avoir 3 technos multi-channel audio qui sont standardisés. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment trop et ça rajoute des risques de fragmentation comme on évoquait tout à l'heure et le fait que voilà, on aura du mal à trouver un profil vraiment partagé entre les différents players et on restera quand même voilà, sur des profils de décodage qui vont être, enfin des codecs qui seront utilisés, qui seront différents, et donc finalement on va perdre ce qui aurait pu potentiellement être une grosse qualité pour Dash, c'était d'homogénéiser un petit peu la situation au niveau des players. Alors est-ce que ça déploie ou bien Donc ça déploie en B2C, donc principalement sur le HBBTV, mais pas que. Donc vous aviez entendu parler de Netflix sur Chromium et IE11. YouTube l'utilise un petit peu en mode un peu expérimental. Filmo TV l'a annoncé. Et voilà, sur la partie HBBTV, il y a effectivement plusieurs projets qui sont en cours de déploiement, donc qui devraient arriver, dont MyTF1 VOD avec SyncTV HTTV en France, et d'autres projets en Europe, en Allemagne avec TVinci et en Espagne avec Harmonic et Nagra. Et déploiement au niveau des services de cloud. Là aussi, ça a bien progressé par rapport à il y a quelques temps, avec Woza, donc maintenant qui l'intègre sur Amazon, ainsi que Elemental. Azure Media Services qui l'intègre pour la VOD, ce qui est déjà pas mal. Et le nouveau service de chez Bitmoving qui s'appelle Bitcoding, qui est annoncé probablement pour la fin de l'année. Donc, qui fera du transcodage distribué et du packaging. Donc, sûrement un produit intéressant à tester. Voilà, alors le débat continue. Donc, vous avez sûrement vu là sur mon blog l'intégralité de l'article, donc je vous invite à y retourner et à le faire passer à tous vos amis. Et donc ça continue au Satis. Alors le Satis, donc c'est le 20 novembre. Donc on aura une session avec. C'est le 12 ? C'est le 12 novembre. Oh putain, c'est vrai ? Bon voilà au moins. C'est utile à quelque chose. Je pensais que c'était le 20. Donc on a une table ronde avec Olivier, Philippe, Simon et moi-même et Jean-Yves Lemoine qui sera à l'animation sur les DRM, quel prix pour la sécurité de l'OTT. Donc alors du coup cette histoire de date ça fait quand même un peu tomber mon truc à plat parce que je voulais vous dire, et le 20 ça sera pour une deuxième raison une journée importante, c'est que le 20 il y a le Streaming Media West, donc en Californie, et il va y avoir une grosse annonce d'un gros acteur industriel, un gros acteur de la distribution vidéo aux USA sur Dash. Je peux pas vous en donner plus de détails parce que j'en ai. Attends, on ferme la porte. Parce que en vérité, j'en ai pas beaucoup plus. Non mais je veux dire, c'est du très très lourd. Et donc ça pourrait être un des déclencheurs
des effets psychologiques marquants qu'on attend pour déclencher ce que tu appelais Philippe tout à l'heure, à savoir voilà, une accélération vraiment réelle de Dash, et du coup potentiellement sur du H264 et pas sur du HEVC. Donc voilà, donc surveillez bien les annonces presse le 20 novembre au Streaming Media West, ça va bouger, ça va être intéressant. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si c'est vraiment technique, je vais tout rediriger vers Romain, parce que c'est lui notre plus pointu spécialiste.